le terrorisme islamique n'a pas démarré le 11 septembre 2001. Et dans le rapport que j'avais fait comme président de la commission de la défense, c'était en 2001, donc 3 mois après, décembre 2001, dans ce rapport Combattre le terrorisme international, j'avais fait, avec l'équipe qui travaillait avec moi, 33 propositions pour contrer la menace terroriste. Je me suis permis de le redonner à nos autorités, je ne parle même pas au parti, je l'ai donné aussi au parti, mais en disant relisez-le. Il n'y a pas tout dedans, il y a beaucoup. Il y a beaucoup dans les réponses. Sur les 33, je n'aurais pas la cruauté de dire combien mériteraient d'être appliqués aujourd'hui, ils ne l'ont pas été depuis 2001, ça fait 14 ans, enfin 13 ans. Hein. Et surtout, il y a là-dedans quelque chose que je vous incite à lire, si vous vous intéressez à ces questions, c'est l'origine du terrorisme islamique. C'est absolument passionnant. Moi, je l'ai relu là, ces derniers jours, je ne me souvenais pas des détails. Et vous voyez comment ça a commencé à partir de 1979, par la prise de la grande mosquée de la Mecque, par des rebelles égyptiens et saoudiens. 3 semaines, ça a duré. C'est le GIGN qui a permis de nettoyer, si je puis dire, la prise de la mosquée. Pour la petite histoire, vous avez vu quand des otages ont été décapités, on nous a parlé d'actes barbares, épouvantables, etc. Exact. Je ne pas souvenu que les 50 et quelques, je me souviens combien ils étaient, 57 je crois, de mémoire. 59 69. Bravo. 60. Bravo, moi j'étais à 57, bon j'ai oublié 2. Donc les 59 rebelles ont été décapités sur ordre du roi d'Arabie Saoudite sur 3 places publiques transmis en direct à la télévision. Ce n'est pas de la barbarie, c'est juste la justice. Mais c'est une petite remarque en passant. 79. Ensuite, 79, vous avez Khomeini, l'Iran. Donc l'islamisme devient politique, rédhibitoire. Et troisièmement, vous avez l'invasion de l'Afghanistan par l'armée rouge, par les soviétiques. Et derrière, pour combattre le communisme, pour combattre les soviétiques, pour combattre l'URSS, les islamistes, guidés par qui? Par Ben Laden, soutenus par qui? Par l'Arabie Saoudite, puisque la famille Ben Laden était saoudienne, et par les Américains. Donc Ben Laden, peut-être pas un produit, mais a bénéficié d'un soutien des Américains jusqu'à ce que, ça se produit souvent dans l'histoire, il y ait un retournement total. Donc l'année 79, ça a été une charnière en quelque sorte dans l'apparition de l'islamisme radical, qui au début c'était simplement une radicalité orale dans les, je ne sais pas comment ça s'appelait, les écoles coraniques, les madrasas, et c'est devenu un islamisme radical politique, militaire, et avec une vocation de conquête. Avec l'État islamique, c'était une conquête de territoire. Ils avaient essayé avec Ben Laden, quand les soviétiques sont partis, qu'ils ont récupéré les territoires entre le Pakistan, les zones tribales entre l'Afghanistan et le Pakistan, ils ont essayé, ils se sont installés. Mais c'est rien à côté de l'État islamique qui, lui, s'est appuyé sur une autre situation, celle du Moyen-Orient, qui avait été totalement sabotée. On remonte loin, là. Après la guerre de 14, par le traité de Lausanne, par la disparition, la fin de l'Empire ottoman, par les promesses faites par les Français et les Britanniques, qui n'ont pas été tenues. Le nombre de fois où les Occidentaux n'ont pas tenu leurs promesses d'un État, d'une nation pour les Arabes, vous avez vu ce qui s'est passé après 1915, et promesses un peu plus tard par les Britanniques d'un État juif, d'une patrie, vous avez vu ce qu'il en a été. Et c'est après les révolutions, les guerres, etc., que sur ce territoire s'est développée cette montée des affrontements religieux, des affrontements ethniques, parce que les promesses n'avaient pas été tenues. Hein, rappelez-vous, protectorat français sur la Syrie et le Liban, protectorat britannique sur l'Irak, la Cisjordanie, Jordanie et la Palestine. Non, il y en a. Bon, donc l'Irak, la Palestine et un troisième.
et la Jordanie. Donc, ça n'a pas été, disons, ces promesses non tenues ont engendré des conséquences dont on subit aujourd'hui les contre-coups. Et rajouter à cela l'énorme bourde de Bush avec l'Irak, qui a consisté, après la chute de Saddam Hussein, à soutenir un gouvernement chiite, minoritaire, corrompu, inefficace, en rasant tout ce qui pouvait être sunnite, et notamment l'encadrement, l'armée, etc. Ce n'est pas hasard si tous ces gens-là se sont retrouvés dans la nature. Bon, ils n'étaient pas tous recommandables, mais tous les cadres, hein, on a vu ce qui s'est passé. Prenez l'exemple, ça va vous sembler étrange, mais de l'Afrique du Sud. Ils ont cherché, après l'affrontement, à faire une sorte de pacification interne, ce qui ne veut pas dire excuser, mais qui veut dire essayer de faire travailler ensemble. Et l'erreur de l'Irak, on en paye les conséquences aujourd'hui lourdes, et ça n'est pas un hasard si l'État islamique, ce groupe dissident d'Al-Qaïda, a cherché à s'établir sur un territoire, tout en ayant défranchisé, si je puis dire, dans d'autres régions. Je vous recommande ce document remarquable, c'est rare que je recommande un document aussi fortement, qui est paru dans Le Monde jeudi 29, qui s'appelle « Le Royaume saoudien encerclé ». Alors il faut y passer un moment, il faut le lire, il faut essayer de comprendre, et vous verrez à quel point la situation de l'Arabie saoudite n'est pas simple, mais c'est la situation de l'ensemble de la région avec les différentes composantes de l'État islamique, d'Al-Qaïda et leurs relations internes difficiles, je pense notamment entre le Qatar et l'Arabie saoudite, et vous verrez à quel point les erreurs des Occidentaux depuis un siècle ont permis à un terreau d'être le réceptacle de tous ces différents affrontements qui aujourd'hui se traduisent notamment par le terrorisme islamique. Terrorisme islamique qui, pour ce qui concerne Al-Qaïda ou l'EI, par une volonté d'affaiblir et de taper les États-Unis et tous ceux qui sont considérés comme leurs alliés. Et c'est à ce titre-là que la France est frappée, même si j'ai entendu hier que la France devenait l'ennemi principal. Bref, tout ça, c'est de la gesticulation. Mais globalement, ces États-Unis et leurs alliés doivent être frappés par des événements forts, des otages exécutés, des attentats, pour marquer. Plus on le marque, plus on engendre une volonté de revanche, plus on fait monter la haine et plus on justifie la nécessité de développer un territoire sur lequel la vraie religion, je mets beaucoup de guillemets, sera appliquée, y compris dans la vie temporelle et pas simplement dans la vie spirituelle. Je passe à côté de toute cette perversion sur l'islam, le Coran, etc., qui nécessiterait des réunions à elle seule. Donc, ce terrorisme international, si on n'a pas fait ce diagnostic, on n'est pas peut-être obligé d'aller aussi loin que ce que je fais, mais si on n'essaie pas de comprendre un petit peu son origine, bien évidemment, on donne de mauvaises réponses. On donne de mauvaises réponses et on se contente soit d'apporter une solution, entre guillemets, sécuritaire sur le territoire, qu'il faut apporter, évidemment, mais qui n'est pas suffisante, qu'il faut apporter en termes de protection des populations, en termes de renseignements pour anticiper, mais qui n'est absolument pas suffisante, parce qu'il y a des réponses internes au territoire visé, en l'occurrence la France, qui sont de différentes natures, qui sont le volet financier, le volet social, le volet éducatif, les prisons, enfin tout ça a été évoqué à de nombreuses reprises. Mais il faut aussi, au niveau international, avoir une réponse militaire là où il faut et avec la force qu'il convient d'avoir en fonction du type d'adversaire que l'on a. Moi, je vais vous dire franchement que les bombardements aériens dont on a beaucoup parlé au début des événements, entre guillemets, l'été dernier, à mon avis, ça a un effet relativement faible. À partir du moment où dans ce type de bataille, ce type d'affrontement, il n'y a pas de troupes au sol, comme évidemment on n'enverra pas de troupes au sol,
ces questions sont à régler avec ceux qui sont sur place, ce qui n'est pas simple, tant s'en faut, parce qu'il faut voir les étendues qui sont concernées. Mais au niveau international, il y a aussi d'autres types de réponses, type conférence internationale avec tous les pays concernés, pour éviter les doubles jeux. Je pense à la Turquie, je pense au Qatar, je pense même à l'Arabie Saoudite. Au niveau international, par rapport au volet financier, il faut savoir qu'ils ont accumulé, et ils continuent d'accumuler beaucoup d'argent, et pas simplement l'argent qu'ils récupèrent à partir des prises d'otages. Le pétrole en particulier, ils se sont emparés depuis, et ils évacuent, souvent d'ailleurs par la Turquie, du pétrole. On parlait il y a quelque temps, je ne sais pas si les chiffres ont été actualisés, mais de $1 million par jour, plus les trafics divers auxquels ils se lient. Donc il faut aussi avoir un volet financier. Donc je crois que par rapport à cette inquiétude de nos concitoyens sur le terrorisme, pour les rassurer, il ne suffit pas de mettre 10 000 militaires un peu partout pour protéger les synagogues, les mosquées, les endroits sensibles. Il ne suffit pas d'améliorer le système de renseignement, qui en a bien besoin, soit dit en passant. Il ne suffit pas, même si c'est très important, d'aller dans les prisons pour éviter les phénomènes de radicalisation, qui sont évidents et qui sont très complexes, sur lesquels il y a des solutions qui ne sont pas toutes évidentes, dont on a parlé ces derniers temps. Il faut aussi avoir une vision internationale et globale. Enfin, on peut en parler tout à l'heure si vous avez des questions là-dessus. C'est une question, à mon avis, importante.